En Turquie, la poseuse de bombes soupçonnée est passée aux aveux. La jeune femme de nationalité syrienne a également confirmé ses liens avec le PKK. Kherson libéré mais marqué par les atrocités russes. Selon Volodymyr Zelensky, Moscou aurait commis près de 400 crimes de guerre dans la région. À Paris, le Muséum d'histoire naturelle propose une exposition sur le mini-monde des insectes et des micro-organismes. En Turquie, la police a annoncé l'arrestation d'une vingtaine de personnes, dont une qui aurait placé la bombe dans l'attentat qui a fait au moins 6 morts et 81 blessés dimanche à Istanbul. Cette dernière, une femme de nationalité syrienne, aurait reconnu les faits ainsi que son implication au sein du Parti des travailleurs kurdes. Une piste que le vice-ministre turc évoquait déjà la veille. Sur la base des informations obtenues à l'heure actuelle, nous pouvons dire qu'il s'agit d'un acte terroriste. Une bombe déclenchée par une femme à ce carrefour est à l'origine de l'explosion. Sur ces images amateurs diffusées sur les réseaux sociaux, on y voit le chaos provoqué par la déflagration. Cette rue commerçante, fréquentée aussi bien par les touristes que par les stambouliotes, a déjà été touchée par une vague d'attentats en 2015 et 2016. Malgré les aveux de la poseuse de bombes, le Parti des travailleurs du Kurdistan n'a pas revendiqué l'acte. Le vice-président turc, qui s'est rendu à l'hôpital pour rencontrer les survivants, a déclaré que toute personne impliquée sera sévèrement punie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme que Moscou a commis plus de 400 crimes de guerre pendant leur occupation de Kherson, ville portuaire au sud du pays. Cette accusation s'ajoute aux affirmations selon lesquelles les troupes russes ont détruit des infrastructures essentielles avant de quitter la zone, des destructions qui risquent d'aggraver la situation humanitaire à l'arrivée de l'hiver, avec des pénuries d'eau, d'électricité et de soins médicaux. Les enquêteurs ont déjà documenté plus de 400 crimes de guerre russes et retrouvé les corps de civils et de soldats. Dans la région de Kherson, l'armée russe a laissé derrière elle les mêmes atrocités que dans d'autres régions de notre pays qu'elle a pu contrôler. Nous trouverons et traduirons en justice chaque meurtrier. Il n'y aura aucun doute là-dessus. Pour le moment, dans les rues de Kherson, l'heure est à la célébration. Drapeaux ukrainiens à la main, les habitants accueillent les soldats en véritables héros. Tous profitent de leur liberté retrouvée. Certains osent même se livrer sur leur quotidien pendant les 8 mois passés sous occupation russe. C'était assez horrible quand les Russes étaient là. Vous ne saviez jamais à quoi vous attendre. Un jour, ils se comportaient normalement et le lendemain, ils arrêtaient des gens. Il y a même des gens qui ont disparu. Ils ont pillé tous les logements, ils ont détruit les portes et ils ont occupé des appartements et emporté tous les équipements. Ce sont des voleurs. Mais le chemin vers la libération complète reste encore long, car malgré leur retraite de l'autre côté du Dniepr, les soldats russes contrôlent toujours près de 70% de l'oblast de Kherson. La France demande à Bruxelles d'intervenir dans le conflit qui l'oppose à l'Italie au sujet de la politique migratoire et des navires de secours humanitaires. Dimanche, de longues files d'attente se sont formées à la frontière franco-italienne. Paris renforce les contrôles en représailles au refus de Rome d'accueillir l'Ocean Viking qui a finalement accosté à Toulon. Le bateau et ses migrants à bord avaient été contraints de errer en mer des semaines. Autre mesure, Paris se retire d'un mécanisme de solidarité de l'Union européenne pour relocaliser 3000 migrants depuis l'Italie. Rome estime seule supporter tout le poids des arrivées de migrants. La France lui répond qu'elle a accordé 2 fois plus de demandes d'asile qu'elle. L'Italie ne tient pas l'engagement qui était fondamental dans le mécanisme de solidarité européenne. Nous ne tiendrons pas notre partie, la contrepartie qui était prévue, c'est-à-dire d'accueillir 3000 migrants actuellement sur le territoire italien. La France, qui partage aussi avec le Royaume-Uni la problématique migratoire, a conclu avec Londres un accord historique pour stopper les petits bateaux. Cet accord prévoit notamment que les Britanniques versent 72 millions d'euros en 2022-2023 à la France, qui en contrepartie augmentera de 40% ses forces de sécurité sur ses plages, d'où partent les migrants à destination du Royaume-Uni. Il y a eu plus de 40 000 traversées de la Manche depuis janvier.
Des centaines de personnes se sont rassemblées ce dimanche à Belgrade pour protester contre la mauvaise qualité de l'air. Selon les organisateurs, la situation empire en Serbie au point de tuer des milliers de personnes chaque année. Cette pollution de l'air, négligée depuis des décennies et à laquelle s'ajoute une mauvaise gestion des déchets et la pollution de l'eau fluviale, font de la Serbie l'un des pays les plus pollués d'Europe. Nataša Pirc-Musar devient la nouvelle présidente de Slovénie. Cette ancienne juriste médiatique de centre-gauche et pro-européenne recueille 54% des voix face à son rival, l'ancien ministre des Affaires étrangères et candidat de droite, Anđelko Logar. Dans un pays divisé après le mandat controversé de l'ex-premier ministre Janez Janša, la nouvelle dirigeante a appelé les Slovènes à s'unir et à tourner la page des disputes. Plusieurs chefs d'État européens et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont aussitôt salué cette victoire. Des dizaines de milliers de personnes ont défilé ce dimanche à Mexico pour protester contre le remaniement de l'autorité électorale, l'une des institutions les plus fiables et les plus respectées du pays. Selon le président Andrés Manuel López Obrador, qui s'estime victime de fraude électorale malgré sa victoire à l'élection présidentielle de 2018, cette institution se laisserait influencer et favoriserait donc l'élite mexicaine. Mais pour ses opposants, les nouvelles réformes voulues par le président pourraient rendre l'autorité électorale moins indépendante. À l'Institut du monde arabe à Paris, une rétrospective d'une artiste proche de Picasso dans les années 40 et 50, Baya, une orpheline algérienne qui, avec l'aide de sa mère adoptive française, a exposé ses premières peintures à Paris à l'âge de 16 ans. Une œuvre onirique, et Baya est devenue une icône de la peinture contemporaine dans son pays. Son travail, peuplé de figures féminines évoluant dans des jardins d'Éden, est une ode à la vie et a directement influencé les surréalistes. Imagine Picasso est une exposition immersive d'un nouveau genre qui met en lumière et célèbre l'étoile du maître espagnol de l'art moderne. Une expérience qui consiste à découvrir en images géantes plus de 200 des œuvres les plus célèbres de l'artiste réunies simultanément dans un même espace. Les tableaux sont ainsi libérés de leur cadre pour investir l'espace, exposés dans une obscurité totale limitée à la lumière émanant des projections des œuvres elles-mêmes. Le Palazzo Reale de Milan célèbre une nouvelle renaissance avec le prêt exceptionnel de 5 œuvres du grand peintre flamand Hieronymus Bosch, l'un des artistes les plus visionnaires et originaux dans le panorama de la peinture européenne de l'époque. Il n'existe qu'une vingtaine d'œuvres du peintre et parmi elles 5 ont été exceptionnellement prêtées pour l'exposition qui lui est consacrée jusqu'au printemps. Être plus petit que les minuscules, perdu dans la nature hostile, c'est le voyage que propose le Muséum national d'histoire naturelle à Paris jusqu'au 15 janvier 2023. Mini-monde en voie d'illumination invite le public à explorer l'infiniment petit au Jardin des Plantes. En totale immersion, le visiteur traverse une prairie, une mare, affronte la forêt. Il y rencontre les escargots, les papillons, les araignées, moustiques ou libellules, tous étant le repas préféré d'un prédateur prêt à les croquer. Quand on rentre dans l'expo, on va passer par une machine à rétrécir et on va se retrouver dans une échelle inversée. L'herbe va mesurer 3-4 mètres de hauteur, les insectes seront plus grands que nous, les plus petits êtres vivants que l'humain ne connaît pas, que l'humain ne voit pas dans l'herbe sous ses pieds, sont très très importants dans le fonctionnement de ces écosystèmes. La ménagerie du Jardin des Plantes est dédiée aux organismes minuscules qui vivent avec nous et nous embêtent parfois. Puces, poux, punaises de lit ou moisissures et bactéries diverses. L'exposition ludique a été conçue avec les scientifiques du muséum, un mini-monde indispensable pour l'homme qui a tendance un peu à oublier qu'on a toujours besoin d'un plus petit que soi.